toujours à ce carrefour-là de me dire ce monde est fou, est-ce que j'ai vraiment envie de participer à tout ça, ou est-ce que j'ai envie d'être dans quelque chose de plus terrien, de plus... Ah ouais. Ouais. Et en effet, là, je me suis dit, si t'y vas, t'y vas, mais ça a été très long. Et c'est un long processus de discussion familiale, de thérapie, de tout ça. Et au bout d'un moment, je crois qu'il y avait quelque chose de l'ordre de vital. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est parti ? C'est parti, mon kiki. Mon kiki. Tu la connais pas, celle-là? Si. Mais si. Ah. Mais si. C'est parti, mon kiki, c'est comme ça que t'appelles ton père. C'est comme ça que m'appelle mon père, que m'appelait sa mère, qui était ma grand-mère. Et c'est vraiment le surnom. Kiki, Eva, aucun rapport. Aucun rapport. Je sais pas si c'est pas un peu... Ouais, non, et puis c'est vrai, mes oncles aussi, enfin, c'est vrai que c'est... Peut-être par rapport au petit kiki, par rapport au... Au petit singe. Oui. Non, tu peux... Excuse-moi. Mais oui, je t'ai vu vraiment une seconde dire « Oh, le singe !» et puis après « Ah putain, non, ça veut dire autre chose. » Exactement. Mais oui, par rapport au petit singe, je me demande si c'est pas ça. Ah ouais ? Oui, parce que maintenant que je viens de te le dire là, je le vois dans la chambre de ma grand-mère. Donc peut-être qu'il y avait un lien et ça appartenait à mon père. Donc je sais pas, il y a peut-être un truc autour de ça. Pour les plus jeunes d'entre nous, les kikis, c'était... Bon, alors moi j'en ai vu des kikis. Après, on ne pas savoir. Oui, c'est des petits singes qui avaient un pouce. Et tu pouvais leur mettre le pouce dans la bouche. Voilà. Et je crois pas que ça existe encore. Peut-être, je sais pas. Je sais pas non plus du tout. C'est pour ça que je me permets de faire un petit point de contexte pour les plus jeunes qui disent « Du coup, ils parlent de kiki. Ça peut être très moyen. En effet, tu fais bien. Eva, je suis très ravi de t'avoir à mon micro. Alors, pour être très honnête, je t'ai découverte mardi dernier. On est vendredi, là. Je t'ai découverte mardi. Je savais pas du tout ce que ça allait donner. Je savais pas ce que je venais voir. Oscar, ton attaché de presse, m'a juste dit « Viens, tu vas voir, c'est super. » Et j'ai pris une claque. Mais je crois que je crois que je suis jamais sorti d'un spectacle vivant aussi bouleversé, déjà. J'ai mis, je crois, 2 heures à atterrir. Mais vraiment 2 heures à atterrir. Hein. C'était... Qu'est-ce que je viens de voir? Vraiment, qu'est-ce que je viens de voir? Incroyable. Et il y a Noémie Delattre qui était là. Et donc Noémie Delattre qui est passée dans l'histoire de Daronne. Donc on se connaît un peu, on s'envoie des messages. Et en fait, elle me dit... je suis rentré chez moi directement parce que j'étais trop bouleversé. Je pouvais pas parler à qui que ce soit, quoi. Oui, on devait se voir même normalement peut-être après. Et elle m'a dit, je suis désolée, je m'en vais. Opt-out. Ouais. J'ai besoin d'atterrir. Et ben écoute, et tu vois, alors à titre perso, donc moi j'ai créé un média qui s'appelle Mademoiselle, que j'ai dirigé entre 2005 et 2020. Et mon objectif, c'était de faire connaître des jeunes artistes. Et je t'ai vu et je me suis dit, mais erreur professionnelle lourde, mon vieux, là.
où t'étais quand Eva était en train de jouer quand elle était plus jeune, parce que t'as commencé il y a... Eh ben, il y a 15 ans, en fait. C'est ça? Finalement, je suis montée à Paris, à 19 ans. Ouais. Donc ouais, mais c'est long, hein. C'est un long chemin, hein. Quand t'as personne dedans, quand tu connais personne, le chemin, il est tellement long. Bah voilà. Et mon job à moi, vraiment, tu vois, j'en ai fait une sorte de mission, tu vois, à l'époque, c'était, tu vas aller chercher les nanas dans ton cas, pardon, et qui sont dans leur coin, justement, et pour essayer de les faire connaître au monde, quoi, tu vois. Et vraiment, je suis sorti de là avec aussi, tu vois, une pointe de regret en me disant, mais t'es passé à côté d'Eva, en fait, pendant toutes ces années, et peut-être t'aurais pu lui filer un coup de main, parce que Mademoiselle, c'était gros, ça a fait connaître plein de gens et tout. Donc, je voulais m'excuser, tu vois. Oh, pétard, non, mais vraiment, mais ça me touche. Je voulais m'excuser parce que vraiment, je me suis dit, mais j'ai pas été bon, quoi, tu vois. Et alors, après, j'ai compris un peu pourquoi. C'est que tu t'es fait connaître à Avignon, surtout. Si je me trompe pas, c'est ça? T'as fait 3 spectacles. Donc là, c'est ton 3e spectacle? Ouais, c'est ça. Ouais, il y a le premier, c'était quoi? On a le 2014. Et en effet, il y a eu Avignon. Il y a eu 2 Avignons avec Vol. Pareil, 2 Avignons avec Tais-toi. La première de Tais-toi, c'était en 2018. Et là, 2023, va aimer. Ouais. Et tu vois, j'étais pas dans le circuit d'Avignon, quoi. Bah écoute, hein, c'est pas grave, je te pardonne. Non, mais c'est pas pour que tu me pardonnes que je te dis ça, quoi. Tu vois, c'est vraiment pour te le dire, parce que vraiment, je suis sorti de là avec ce sentiment aussi de me dire, mais putain, frérot, t'as pas été bon, quoi, tu vois, là-dessus. Parce que, franchement, Eva, t'es incroyable. J'ai jamais vu ça sur scène. Et tu vois, je me suis dit, ok, elle a fait combien de personnages? 10, 12. Après, j'ai vu une interview de toi où tu dis que t'en as 20. Une vingtaine, je crois. Une vingtaine? Ouais, je les ai pas comptés, mais je pense qu'il y a une vingtaine. Faudrait que je les compte, parce qu'on me demande souvent combien il y en a, et il faudrait que je les compte. Et tu passes de l'un à l'autre, et en fait, ils ont chacun leur voix très spécifique, ils ont chacun même leur vie, j'imagine, dans ta tête. T'es pas toute seule là-haut? Non, pas du tout. Mais pas du tout, là, c'est ta cousine québécoise, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est très gênant, ça m'est sorti tout seul, mais on est... Elle est sortie, celle-là. Et oui, je pense que c'est parce que je viens du clown et du masque, donc j'ai un plaisir immense. Moi, le masque, ça a été vraiment une révélation forte, quoi. C'est quoi le masque? Parce que tu sais, je connais pas, moi. Eh ben, écoute, le masque, c'est une sorte de masque en bois que j'ai découvert d'abord avec Christophe Paty à l'ESSAD, dans l'école que j'ai faite. Et ensuite, j'ai travaillé avec Mario Gonzalez, qui est vraiment un maître dans cet art, et avec qui j'ai commencé à travailler très tôt en sortant de l'école supérieure. C'était l'ESSAD, dirigé par Jean-Claude Cotillard. Et en fait, moi, ça a été, c'est une discipline dans laquelle tu as un cadre donné, et à l'intérieur de ce cadre, tu peux tout péter. Et t'as ton sorte de canevas, tu sais ce que tu dis, tu sais ce que tu fais, mais tout est propice à s'il y a une improvisation, s'il y a un accident, on appelle ça des accidents, d'improviser avec, de jouer avec, et surtout, en fait, t'as des masques hantés qui prennent que le front et le nez, t'as des masques qui prennent tout le visage, t'as des masques nez qui prennent que le nez, et moi, cette discipline-là, mais elle m'a... Donc tu te mets le masque sur le visage, c'est ça? C'est ça, t'as une petite cordelette, et c'est vraiment un masque qui te prend, c'est proche peut-être de la Commedia dell'arte, et peut-être si ça te dit quelque chose. Ça j'ai. Voilà, c'est celle-là, tu l'as. Minimum de culture théâtrale, mais... Et en fait, ça, c'est des masques en bois. Moi, j'ai découvert ça avec des masques en bois, et qui étaient fabriqués par Étienne Champion, d'ailleurs, mais des masques trop beaux, quoi. Et je me rappelle vraiment de Christophe Paty qui était arrivé à l'ESSAD avec sa grosse mallette, là, avec plein de masques, et on devait les choisir, et il y a tout un rituel de naissance de masques, pareil, de travail de cœur, qu'on appelle ça, pour vraiment préparer aussi il y a vraiment, voilà, il y a des règles, il y a vraiment des règles de jeu, en fait, pour cette discipline-là, et en tout cas avec ces enseignants-là que j'ai eu la chance d'avoir. Et moi, cette discipline, elle m'a révélé quelque chose, je crois. Je crois qu'elle m'a sorti les doigts, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc, c'est vulgaire, mais j'ai pas d'autres mots, quoi. Il y a un truc, j'avais un cadre, et à l'intérieur de ça, je pouvais changer ma voix, je pouvais improviser, cette discipline, elle m'a vraiment réveillée. Incroyable. Ouais, elle m'a réveillée. Elle a réveillé quoi en toi? Peut-être une petite insolence aussi, un petit peu. Moi qui suis une bonne élève, je crois qu'il y a eu un petit truc un peu qui m'a titillé et puis dans le rapport aussi au public aussi, à l'improvisation. Je crois le kiff de l'improvisation. D'un coup, de jouer avec ce qu'on appelle des accidents, c'est des choses que t'as pas prévues.
Et du coup, là, d'un coup, ça, c'était jouissif, quoi. J'ai eu vraiment une petite étincelle. D'un coup, j'ai fait « Ouh là là, j'adore ça ». Et alors, j'ai déjà testé de mettre un masque comme ça dans Ouais. un stage. Voilà. C'est incroyable. Ouais. Qu'est-ce que ça change de venir te mettre un masque sur le visage face au public? Bah, ce qui est bizarre, c'est que si tu mens, si tu essayes de jouer quelque chose, c'est mort, ça marche pas. Et que si tu es dans une sincérité et que tu es au plus proche de ce que tu ressens, même de te dire putain, je me sens merdique là, et d'assumer en fait cette chose-là, et ben il se passe quelque chose. Et je crois que c'est ça. Et je pense peut-être même au début, je crois que le premier seul en scène, je voulais qu'il y ait du masque dedans. Et finalement, bah ça n'est pas resté, mais Bah, tu l'as ton masque en fait, c'est juste que tu le portes pas. Et ben, Ouais. je te remercie de le dire parce que je pense que c'est vraiment. Du coup, je change de personnage et de voix et de corps et de genre Mais avec d'une un. seconde à l'autre et tu. Ah ouais, je te remercie, mais j'adore ça en fait. Mais c'est vraiment incroyable à voir. Mais je te remercie. C'est du taf. Et tu. De taré. C'est ce que j'allais te dire, c'est que tu les tiens. En fait, c'est même pas que tu les tiens, c'est juste que ils sont en toi. C'est de la choré, quoi. Je vois C'est ça comme incroyable. comme une danseuse, quoi. Comme C'est ça. choré. Enfin, vraiment, c'est de la choré. Parce que tu fais, donc, pour expliquer un peu aux gens, mais tu fais des dialogues entre deux persos, Ouais. et donc tu passes d'une voix et d'un corps et d'une attitude et d'une façon de parler à une autre, bah, juste en faisant le dialogue, quoi, tu vois. C'est comme si t'étais, t'es d'un côté, puis tu te retournes de l'autre, et en fait, t'es plus du tout le même personnage, quoi. Ouais. Et si tu fais ça pendant une heure et demie, quoi. Ouais. Ouais, c'était le challenge, quoi. Dans Tais-toi, je me suis dit, ok, on part. C'était. Va aimer, déjà, c'était de sortir ça. C'était déjà de me dire, allez, je m'offre ce qu'on me donne pas l'opportunité de faire. Et si je me le crée pas, en fait, personne me le donnera. Ça va pas sonner. Donc, on y va. Et en effet, j'avais ce fantasme-là au début de me dire, je vais faire comme un stand-up, en fait. Parce que moi, mon premier amour, c'est Eli Kaku, tu vois. Donc, j'ai grandi avec ça vraiment très fort. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, merde, mais c'est pas drôle, quoi. En fait, ça va pas être que drôle. Et il va falloir c'est drôle, mais c'est pas que drôle. C'est ça. T'as pas des punchlines toutes les 30 secondes pour faire rire les gens. Ah ouais, c'est un exercice hyper dur. Ouais. Et je me suis dit, il va falloir assumer cette patte, quoi. Et ça a été dur? Ouais, parce qu'en fait, le rire, c'est tellement rassurant. C'est tellement... j'ai pas d'autre mot. C'est rassurant d'avoir... d'un coup d'entendre dans la salle quelqu'un qui rigole parce que c'est comme un adoubement, quoi. C'est ok, c'est bon, ce que tu as fait, c'est bien, vas-y, continue, tu vois. Et quand les gens rient pas, moi, pendant longtemps, je me disais, putain, faut que je me calme, parce que j'avais un besoin de productivité très fort, un peu hyperactive, quoi, et de pas laisser de respiration, parce que je me disais, merde, les gens vont se faire chier, en fait. Peut-être là, les gens s'ennuient, quoi, vraiment. Non, les gens pleurent. C'est juste... Si tu les entends pas, c'est qu'ils pleurent. T'as des gens qui reniflent, tu vois, dans un coin. Ah, mais écoute, j'apprends à ça, à je crois qu'il y a un sentiment peut-être de légitimité aussi, hein, tu vas me te dire, ok, c'est bon, là, en fait, on t'écoute, et on peut t'écouter sans se taper sur le bide, et ça va, quoi, tu vois. Oui. Et ça veut pas dire qu'on t'aime pas, entre guillemets, mais on t'écoute, en fait. C'est assez génial parce que, effectivement, moi, je savais pas où je venais, et donc, bah, c'est un peu, j'ai déjà fait, tu vois, tu vas à l'aveugle comme ça, bon, il y a des moments qui peuvent être longs. Et tu rentres dans la salle en jouant une prof avec une voix et un personnage et tout. Vraiment, on s'est regardé avec mon ami, on s'est dit, ah, peut-être que c'est la mauvaise pioche. Parce que tu vois, tu rentres et puis t'as une voix et en fait on se dit, ah putain, si ça tombe, tu vas juste jouer des persos pendant toute la... Et ça risque d'être longué, quoi, tu vois. Mais j'adore faire des mauvaises pistes comme ça. Et mes 3 spectacles commencent comme ça. Ça marche à merveille. Franchement, je me suis dit, what the fuck, où est-ce qu'on est? Eh ben, on va visiter un vagin. C'est parti, c'est le bus magique. Non, bravo, c'est vraiment fou. Bon, on va commencer à rentrer dans l'interview, mais ma première question, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans, Eva? C'est marrant, j'en parle dans le spectacle, tu vois, donc je pense que je peux en faire référence. Peut-être un mélange entre une petite amérindienne et Mireille Mathieu. Je pense que c'est vraiment ce subtil mélange-là. Et je pense que j'étais très sage. Je voulais tellement bien faire. Je voulais tellement. En plus, moi, j'habitais dans une école. Mon père était le directeur de l'école. J'habitais dans. Ça, c'est un peu vol. C'est le premier seul en scène. J'en parle de ce trauma. Que je n'ai donc pas vu. C'est pas grave, tu es pardonné. Merci. Même si c'est un scandale. Oui, je sais. Mais en fait, ouais, j'habitais dans l'école. Mon père était le directeur de l'école. Je l'avais comme prof. Donc, tu vois, il y avait vraiment un truc où je pouvais pas. J'étais bien, tu vois, bien encadré, quoi. Et j'avais ma mère aussi en prof de tennis. Enfin, tu vois, c'était vraiment clac clac. Et je pense qu'il y avait ton père qui a d'ailleurs un peu la voix de Jean-Pierre Bacri. Hein.
Tu vois, j'en fais une crise d'asthme même. J'en ai fait un rire asthmatique. Est-ce que tu peux le faire ton père là? Écoute, ah putain, attends. Oui, c'est vrai. Si tu commences à me... attends, écoute, tu m'as perturbé, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu me dis Jean-Pierre Bacry, du coup, j'ai une envie de bégayer, quoi. Alors qu'en fait, il bégaye pas, tu vois. Mon père, il est bien installé, il a été directeur d'école, donc en fait, il a un truc bien assis, quoi, tu vois. Mais il adore Jean-Pierre. Il sait ce qu'il veut, il sait, voilà, il sait où il va, il sait les études qu'il a faites, il sait les conneries qu'il a faites aussi, mais et la fierté de son kiki, quoi. C'est vrai. De sa fille, évidemment. Jean-Pierre Bacry un peu du sud, effectivement. C'est un peu de ça. Ouais. Donc il y a un truc bien installé, quoi. Ça, c'est sûr. C'est le sud, quoi. Donc t'étais encadré, quoi. Ah ouais. Fallait pas dépasser. Non. Mais je pense que, ouais, il y avait cette pression-là. Et comme en plus j'étais dans sa classe, je pense qu'il y avait il fallait que j'assure, quoi. Fallait que j'assure. Et je m'en rappelle bien. Ce qui est fou, c'est que lui, c'est les plus belles années de sa vie, alors que pour moi, c'était un cauchemar, quoi. Il m'appelait trop du cul, quand même, en classe. Ouais. On en parlerait là maintenant, là. Il serait conseil de discipline et tout ça. Hein. Mais ouais, non, il fallait, parce que je pense qu'il y avait un tel flip que je sois, comment on appelle ça? Privilégié? Ouais. Qui faisait tout l'inverse, quoi. Oh donc je devais pas dépasser, quoi. Ah oui, donc plutôt que d'être neutre, il s'est dit autant l'humilier un peu, quoi. Ouais. Bon, après, je pense que c'est aussi une autre époque, hein, bien sûr, mais je pense qu'en fait, il avait tellement peur mais ça créait une petite schizophrénie, hein, parce que même moi, je l'appelais par son prénom, je l'appelais Joël, enfin, tu vois, donc il y a un truc un peu, tu sais plus vraiment, enfin voilà, je pense que ça crée un petit bordel dans la tête. Ça a nourri ton côté artiste, tu crois? Bah, sûrement. Je pense que, regarde, de toute façon, je l'utilise dans mes spectacles. Hein. J'ai tiré cette couleur-là de lui, tu vois. Il n'est pas que ça, il n'est pas que sanguinité, tu vois. Mais en tout cas, cette couleur-là, pour des cohérences, on va dire, d'équilibre dramaturgique ou d'équilibre énergétique dans le spectacle, en tout cas, c'est ce que j'ai tiré. Donc, à un endroit, ce qui a pu être un petit trauma ou un petit, voilà, quelque chose dont je me souviens très, très bien, ben, finalement, ça, j'en ai fait quelque chose. Donc, je pense que oui, ça nourrit à un endroit. Ton spectacle est autobiographique pour une partie, fictionnel pour une autre, j'imagine, c'est ça? T'as été pioché à droite. Ouais, je dis que c'est autofictionnel en général. Autofictionnel, c'est le terme. Tu vois, j'aime bien ce petit terme parce qu'en fait, tout est vrai, mais après, pour des raisons de cohérence dramaturgique et tout, tu fictionnalises tout ça, tu vois. Donc une maman psy aussi, alors, c'est ça? Aïe. Ouais. D'abord prof de tennis quand même, faut le dire. Moi, j'ai fait du tennis en compète jusqu'à mes 13-14 ans. Puis mais j'étais traumate aussi des dimanches à 9h du matin dans l'arrière-pays niçois, avec les parents qui gueulent derrière le grillage, tu vois. Et tes parents gueulaient aussi? Ouais. Ah ouais. Ouais. Gueuler, elle est forte, putain, elle est forte! Et tu fais, ah non, mais on va s'arrêter là, ça va pas du tout. Allez, lâche rien! Tu fais, ah putain, 9 ans, excusez-moi, est-ce qu'on peut aller boire un chocolat chaud et regarder les dessins animés, tu vois, dimanche matin? Et donc ça, mais je pense que ça a aussi forgé un truc, parce que je sais que j'ai cette comment dire, la compète et tout, peut-être que ça m'a, et c'est un sport aussi solitaire, à part quand on faisait des matchs en double, tu vois, mais du coup c'est un truc où tu pars le matin, t'es toute seule. Il y a un truc. Côté dur au mal un peu dans le travail, c'est ça, faut taffer, quoi. Moi j'ai les deux, je suis un. No pain, no gain, quoi. Ouais. Ah ouais, mais vraiment. Ouais. J'ai arrêté le tennis quand je n'arrivais plus à gagner. C'est-à-dire que je commençais à gagner les premiers, les premières balles et tout ça. Puis au bout d'un moment, j'étais presque à 2 doigts de gagner. Et boum, je me faisais remonter. Ah. Et j'ai fait faut s'arrêter là. Il y avait un truc, il y avait un blocage psychologique. Ouais. Mais ce côté-là, cheval de course, je sais que j'ai les deux. Je suis je suis une bonne vivante, tu vois. Je peux faire la fête, il y a pas de problème. Et à côté de ça, je sais que quand il faut assurer, ça. Il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, j'imagine que le truc dont tu parles, du masque, c'est un taf de ma boule. Il y a un côté aussi très... obsessionnel. Arbeit, quoi, tu vois. Ouais. Je peux refaire les mêmes mouvements comme une autiste plein de fois, jusqu'à ce que ça rentre, me répéter le texte aussi, et n'avoir que ça en tête, quoi. Je pense que tu me vois dans la rue avant d'aller jouer, c'est flippant. Tu répètes? Ouais. Même dans le métro, mais en général, ceux que tu vois dans le métro parler tout seul, c'est des comédiens, en général. Ou pas, mais il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup. Ok. Donc 10-12 ans, 13 ans, c'est ça, tennis jusque 13 ans? Ouais, à peu près. Comment ça se passe l'adolescence? Oui.
Complicado, l'adolescente. Ouais, j'ai une bonne fourchade. Et elle est comédienne. Et ouais, non, c'était compliqué. Hein. Ouh là là. Ouais, non, 14 ans, ça allait pas fort de café. Ouais, non, j'étais mal dans ma peau. J'étais... ouais, mal dans mon corps. Grosse crise d'amour, vraiment, comment on appelle ça, un coup de foudre vraiment douloureux. Ouais, j'étais un dep un peu, hein, moi. C'est-à-dire que j'étais très très bonne élève, j'étais très souvent première, deuxième, et arrivée au lycée, dégringolade très forte. Il y a eu des choses évidemment familiales aussi qui ont fait que, maintenant je le sais aussi avec la psychanalyse, tu vois. Merci la thérapie. Merci la thérapie, ça c'est sûr. Donc ça voilà. Et puis ouais, non, ça a chuté quoi. Je dormais pas la nuit, donc la journée je dormais en cours. Ouais, ça a été très dur. J'ai passé mon bac au rattrapage. J'avais fait une crise de tétanie la veille. Enfin, ça allait pas fort quoi. Tu faisais du théâtre à l'époque, t'en faisais déjà, t'en faisais encore ? Bah en fait, j'ai eu un coup de foudre en effet pour Élie Kakou très tôt, mais j'habitais dans un village d'abord dans l'arrière-pays niçois, donc on n'avait pas accès au théâtre. Il y a juste une femme qui est venue à un moment donné, c'est un peu bizarre cette histoire, elle est arrivée, elle donnait des cours à la mairie du village pendant 3 mois, puis un jour elle est partie avec la caisse quoi, on l'a plus jamais revue. Donc il y a une espèce de frustration d'un truc qui a commencé à naître et qui s'est complètement éteint, quoi, comme un vieux soufflé. Le poteau de Gaston Lagaffe. On l'a. Tu l'as. Et trop content, et puis soufflé nul. Et puis le soufflé qui redescend, quoi. Et en fait, à l'âge de 14 ans, quand on a déménagé, que mon père a été muté dans le centre de Nice, bah, du coup, là, j'ai pu refaire du théâtre. Parce que j'avais toujours cette petite chose-là quand même en tête, quoi. Même s'il fallait, famille d'ouvriers du côté de mon père, il faut bosser, il faut avoir un toit sur la tête, personne dans la famille, donc tu te dis mais qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux faire, ça va pas te faire manger, ça va pas te faire, avoir un toit sur la tête. Donc il fallait bosser, il fallait faire le bac, il fallait avoir son bac. J'ai fait S, complètement absurde, alors que j'avais une horreur pour, j'étais vraiment pas sensible aux maths ni à la physique, tu vois, mais je l'ai fait vraiment pour mon père, quoi. Tu vois, il y avait un truc. Il faut faut faire des études et après tu verras. Et tu vois, je me suis perdue là dans mes pensées, je sais même plus où j'allais parce que tu me demandais quoi. Tu parlais de théâtre, de comment je suis arrivée au théâtre. Et donc j'avais envie de faire ça, mais mon père, il fallait que j'ai le bac justement pour. Il m'a dit après tu feras ce que tu veux, mais d'abord il faut que tu aies ton bac. Et j'ai continué malgré tout derrière à essayer d'aller à la fac de droit pour lui faire plaisir, pour être l'avocate qu'il rêvait que je sois. Tu vois, mais cauchemar. J'ai tenu, mais je sais pas, je te dis ça. Ceci dit, moi franchement, je paye pour venir voir tes plaidoiries, quoi, si t'es avocate. Hein. Bah, je pense que, tu vois, peut-être que c'était. Ah non, mais, oui, bien sûr. Pour moi, il y a un côté théâtral chez les avocats en tout cas, il peut y avoir un aspect théâtral chez les avocats qui est. Ah oui. Bah oui. Complètement, c'est vrai, t'as raison. Mais je crois que je voulais faire juge pour enfants, tu vois. Donc il y avait un truc quand même, il y avait un truc qui me travaillait déjà, je pense dans l'inconscient. Et en fait non, mais en fait c'était un cauchemar. Je me rappelle là des heures de droit constitutionnel où je me disais mais qu'est-ce que je fous là ? Tout le monde grattait comme des malades. Et il y a eu un jour pareil, je suis un peu Pierre Richard, tu vois. Là, je me suis foulé le doigt là il y a pas longtemps. Et là c'est arrivé pareil, je suis arrivée, c'était des espèces de strapontins. Pas de strapontin, tu sais, les chaises qui se relèvent. Les chaises à la con dans les amphithéâtres. Chaises à la con. Ouais. Je suis arrivée à la bourre, j'essaie de me faufiler à travers tout le monde. Et là, je m'assois, j'avais pas vu que le siège était relevé. Et je me suis assise, je me pète le menton sur la table de devant, la tête rebondit en arrière. Donc, l'humiliation totale. On me regarde et on me fait chut. Je te jure. Et là, je me suis levée, j'ai fait non, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais là, quoi. Que je fous là j'ai failli perdre une dent et puis on me dit de fermer ma gueule. J'ai fait non, attends, on s'en va. Et je crois que je suis partie, je suis plus humiliée et en fait. Incroyable. Je t'en parle, mais c'est un petit trauma quand même. Bah, j'imagine. Attends, les amphithéâtres, les amphis de droit. De droit en plus, il y a plein de monde, quoi. Ouais. Et moi, j'étais avec mes petits sarouels et mon côté babos et tout. Ah non, j'avais rien à foutre là. Un contre-emploi total, quoi. J'avais rien à faire là. Et en fait, à côté de ça, je continuais les cours de théâtre et j'avais été prise au conservatoire quand même de Nice de théâtre parce que j'avais un pote, un de mes meilleurs potes, qui était là-bas et je l'ai suivi, il m'a aidé à passer les concours. Et en fait, et après pareil, moi j'ai toujours été un peu au début, je suivais les copains, moi. C'était vraiment les copains vont passer les concours des écoles, ok, je passe les concours avec eux. Parce que j'avais vraiment du mal à quitter Nice. Et pour moi, j'avais vraiment mon cocon
copains, de famille. Qui t'avait un peu d'ailleurs bolos, ou en tout cas enfermé quand t'étais plus jeune, quoi. Ouais. T'es un peu prisonnière du truc, tu crois, avec le recul? Prisonnière de... C'est une prison dorée un peu, tu vois. Ah bah oui, ouais. Mais je pense que le théâtre m'a aidé à sortir et d'une timidité maladive et de... Toi, t'es timide? À la base, ouais, j'étais très timide. Incroyable. Moi, dès que je parlais à un adulte, j'étais écarlate, je devenais écarlate. Je pense que c'est un rapport à la légitimité d'exister. Ouais. Mais vraiment, hein, j'en rigole, mais je pense que c'est ça. C'est pas drôle, mais oui. C'est qu'est-ce que tu vois, toujours là, c'est ce que je te disais avant qu'on commence. J'ai peur de dire une bêtise, j'ai peur de. Donc il y a quand même espèce de toujours la peur de peut-être pas être à la hauteur, de pas dire les bonnes choses, de passer pour quelqu'un de bête, Pour expliquer aux gens, ton deuxième spectacle s'appelle Tais-toi, mais c'est pas Tais-toi, c'est T'-ES, toi. Ouais, c'est ce Tu es toi. Ouais. Un petit jeu de mots, effectivement, mais c'est juste pour dire aux gens, oui, t'as pas créé un spectacle où tu dis ferme bien ta gueule. Ouais. Exactement. Au contraire. Ouais, non, c'est ça, c'était vraiment entre ce qu'on te dit et comment, et malheureusement, comme ça te construit aussi, tu vois. On te dit tais-toi tout le temps, mais tu finis par bien la fermer, ta gueule, justement. C'est raté, si je puis me permettre. C'est loupé. Merci la thérapie. Non, mais oui, c'est vrai. Hein, c'est au final, je pense que ce métier m'a aidé à me révéler, quoi. Enfin, à me révéler à moi-même. Enfin, c'est vraiment, ça fait pas. Je pense que ce métier me permet de pouvoir parler là avec toi aujourd'hui, me permet d'être en public parce que c'est tellement pas normal d'être face à des gens, en fait, et d'être tout seul aussi face à 100 personnes. Enfin voilà, tu dis c'est pas normal. Je trouve que déjà de base, tu vois, quand tu viens faire un stand-up et que tu viens parler, c'est pas normal, mais en fait, ton exercice à toi, il est encore moins normal, quoi, tu vois, dans l'absolu, parce que t'es pas en train de fondamentalement de parler à des gens. Tu fais plein d'autres trucs. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais il y a un moment donné où tu chantes, ça m'a flingué. Oh, merci. Allez, bye. Mais je me suis dit, ah ouais, donc en fait, elle chante aussi, la meuf, c'est ça, quoi. Ah, merci, ça incroyable. Fait trop plaisir. Et j'adore chanter, en fait. Bah oui. J'adore ça. Et peut-être que, que j'en ferai un chose. Peut-être après. Comme Elise Moon. Ouais. Peut-être, écoute, petit bossa nova, tranquillou. peut-être, écoute, mais en tout cas, j'adore ça, quoi. Donc peut-être que ce sera un autre moment de vie ou artistique, mais ouais, j'adore ça. J'ai toujours écrit des petites chansons à côté, mais pour l'instant, il n'y a pas eu la place de ça et il fallait d'abord dire des choses. Donc, et même d'ailleurs, dans Va aimer, à la base, il y avait plein de chansons. Il y avait énormément et j'ai tout enlevé. Je fais, ok, c'est pas le moment, c'est pas là. Ah oui, ok. C'est pas maintenant. Ah ouais. Donc tu les as, elles sont au chaud. Ouais. Tu les ressortiras le moment venu, quoi. Ouais, peut-être ou pas. Parce que des fois, t'écris et c'est un jus de moment aussi, tu vois. Peut-être qu'il y aura d'autres choses, mais en tout cas, ouais, j'adore ça et je te remercie parce que ça me touche et que j'aime vraiment ça. Et que c'était vraiment pour moi, c'était ça le challenge aussi, c'était de dire, allez, assume ta voix dans tous les sens du terme. Tu chantes a cappella et tout. T'as vu? Dit-il en devenant un Mais tu chantes a cappella, quoi. Incroyable exercice. Pour revenir à ton parcours, donc tu te lances dans le conservatoire. T'es donc admise au conservatoire de Nice, c'est ça? Ouais, il y a le conservatoire de Nice. Je fais mes 3 ans et après je passe tous les concours des écoles. Je les foire tous sauf le dernier. Le dernier, c'est comme d'hab, c'est celui auquel j'y croyais plus. Je me suis dit, oh, c'est pas grave. De toute façon, je vais rester à Nice. Ce sera très bien. Je serai avec mes copains et tout va bien. Et évidemment, voilà, c'est celui que j'ai eu parce que j'ai lâché. Et je pense que j'en avais plus rien à faire. Et évidemment, c'est celui, tu vois, que tu réussis, quoi. Et donc j'étais dans une espèce de mi-bonheur, mi-pleurs, ouais, je me suis dit bon, bah, il va falloir là, faut y aller. Alors tu peux pas, maintenant que t'es allé jusque là, faut partir là, faut quitter le cocon là, on y va. Et donc il y a eu l'ESSAD pendant 3 ans. En sortant de l'ESSAD, j'ai travaillé assez vite justement avec Mario Gonzalez, dont je t'ai parlé. Ouais. Et on a fait du masque, on a fait du clown aussi. Et j'ai travaillé très vite. Ensuite, ça s'est enchaîné avec Irina Brook, il y a eu vraiment, j'ai travaillé très tôt après l'école. Et j'avais encore envie de formation parce que je pense que je me sentais encore fraîche, quoi, tu vois. Et puis parce que j'adore la formation et que j'avais encore envie de rencontrer des copains, j'avais encore envie d'apprendre. Tu te sentais un peu illégitime aussi ou pas? Ouais, je pense. Ouais. J'avais un besoin de, comme si j'avais fait des études de médecine, de me dire, voilà, si j'ai fait tant d'années, peut-être aussi, voilà, il y a un truc de légitimité aussi, où dire, là, c'est bon, là, je peux en faire, quoi. Et je me rappelle même, j'ai eu du mal à dire que j'étais comédienne, que c'était quand même... Je disais, je fais du théâtre, ou
Et je me rappelle vraiment de ce passage-là où j'ai dit, je suis comédienne. C'est bon. Maintenant, j'ai mon intermittence. C'est passé quoi? Est-ce que c'est l'intermittence qui t'a Sûrement. validé, c'est ça? Peut-être ça. Ok. Peut-être de me dire, ça y est, j'ai mon intermittence. Donc J'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire, peut-être. Ouais, peut-être qu'il y a eu cette chose-là. Et je trouve ça fou parce que, je crois pour les jeunes qui nous écoutent, en fait, pour moi, il faut le dire le plus tôt possible, en fait, parce que si c'est pas les autres qui vont le dire à ta place. Ah, ça, c'est Et clair. c'est hyper important, je trouve, en plus de le verbaliser auprès de ton cerveau, tu vois, pour qu'il finisse par dire ok, bah donc c'est ça alors qu'on est, très bien, let's go. Parce que ce que tu dis, tu le crées aussi, et ça devient vrai. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment, moi, je crois tellement à cette chose-là. Et va être allé en psychanalyste. Oh, pétard, my God. Et puis, il n'y a pas que thérapie. Hein. Ouais, j'en ai vu. Hein. Moi, je suis une adepte des médecines parallèles, donc je peux te dire que j'en ai fait un paquet. Et que je suis tellement persuadée que ce que tu dis, ça crée des choses et que ça se réalise et que c'est toi aussi le pouvoir en fait de la visualisation et de l'intention. Ouais. C'est très important, quoi. Même te réveiller le matin et dire, allez, je suis heureuse, je suis en bonne santé, je vais bien, j'ai de la chance. Je suis vivante. Et je vais bien. Et ouais, de se répéter cette petite chose-là, je pense qu'elle est importante. Donc ton personnage de psy est plutôt d'équerre avec ton vrai psy, c'est ça? D'équerre, c'est-à-dire? Bah plutôt raccord, plutôt... Mais en fait, non, pas du tout. En fait, lui, c'est un mélange justement de plein de disciplines. D'un énergéticien, tu vois, que je connais, d'un autre acupuncteur que je connais très bien, qui est formidable. D'ailleurs, j'ai plein d'adresses à donner. Et mon psy, n'a rien à voir avec ce monsieur qui parle un peu comme ça. Et qui prononce toutes les lettres. Toutes les lettres. Exactement. Ouais. C'est venu d'un délire, je me rappelle, mais ça vient d'un délire où je me suis amusée. Je me rappelle même ma meilleure pote, en fait, qui est vraiment mon regard dramaturgique et qui me suit depuis le début, qui est prof de français et qui me disait, je sais pas, je sens pas ce truc. Je dis, putain, mais moi, ça me fait marrer. Et tu vois, comme quoi, des fois, où tu sais pas pourquoi t'as envie de garder la petite connerie qui t'a amusé, et finalement, c'est fou parce que les gens se rappellent surtout de ce personnage-là. Le personnage est incroyable. Et tu vois, comme quoi, c'est le truc où tu te dis, putain, je le sentais au fond et il fallait suivre ce petit... C'est un... Et puis en plus, en fait, en vrai, tu le fais à la perfection. Je trouve qu'il y a aussi un truc où j'avais un peu ce truc de connard, tu sais, de est-ce qu'elle va rater un thé? Est-ce qu'elle va rater un... Est-ce qu'elle va fourcher? Madame la comédienne? J'attends, les bras croisés. Non, ouais, c'est vraiment... ce personnage est incroyable, vraiment. Oh, c'est vraiment, c'est très chouette. Et puis il fait du bien parce que c'est aussi, tu vois, il y a peu d'hommes dans ce spectacle, mais voilà, il est bienveillant, il est là pour l'aider, il l'accompagne, et c'était important pour moi que ce soit un homme aussi, oui, tu vois. Je suis très d'accord avec toi. Et je vais te reparler après de toute ta tirade sur les hommes qui m'a foutu au sol. Voilà, bonne soirée. Et donc, ouais, en fait, à quel moment tu te dis... Donc ouais, à l'époque, j'imagine que t'es en train de... Tu joues, mais que t'écris pas encore. À quel moment, purée, alors attends, je sais pas, quand tu commences ta carrière de comédienne, etc. Et moi, je pense que j'ai toujours écrit depuis petite, en fait. J'ai toujours eu un journal, ou tu vois, où j'avais un petit cahier de sketch ou des trucs comme ça. M'étonne. Voilà, mais toujours. Et en fait, je crois que non, c'est vraiment quand je suis arrivée après. Ah oui, voilà, parce qu'on disait les SAD, et après, il y a eu le Conservatoire national supérieur là de Paris. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Et en fait, oui, c'est sûr. Et en fait, en même temps, tu sais, j'étais un peu le vilain petit canard parce que j'avais raté le 3e tour, le dernier. Et en fait, l'année où je le rate, il y a un cycle 2 qui ouvre. Et c'était une nouvelle session qui avait ouverte. C'était un lien avec la faculté et en même temps c'était super parce que ça me permettait d'avoir un master, une équivalence de master. J'allais avoir un an de JTN, c'est quand tu as le jeune théâtre national, c'est une aide. La classe. Ouais, voilà. Mais en fait, la classe, mais que dalle. En fait, il y a eu rien de tout ça. Ah. La seule chose qui a persisté dans ce cycle-là, dans cette formation-là au conservatoire, c'était de mener à bien un projet. Et c'est vraiment là où je me suis dit, allez, vas-y, justement, fais ton spectacle, quoi. C'est l'occasion d'écrire ton one-man show. Et en fait, j'ai écrit, et c'est là que je t'ai dit, en fait, non, je me suis dit, merde, c'est pas drôle, en fait. Ce n'est pas que drôle.
Et il va falloir que j'assume cette patte-là, cette espèce d'aller-retour entre le drôle et le poétique ou, et le tragique et de jouer, et cet aller-retour-là. Et je sais que c'est quelque chose qui a été aussi un peu compliqué, parce qu'on veut souvent mettre les gens dans des cases. Ouais. Et souvent on me disait, mais c'est quoi alors du coup? Je sais pas, parce qu'il y a un rapport frontal, un peu comme dans le stand-up mais en même temps, ça reste quand même du théâtre. En même temps, il y a des endroits où je joue plusieurs personnages aussi, donc c'est une forme hybride en fait. Finalement. Moi je dirais un one-woman show. Ah ouais, tu dirais ça quand même? Bah ouais, grave. Même si il y a des moments pas drôles. Bah pour moi, t'es seule sur scène et t'es une femme. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, parce que quand on dit one-woman show, moi je pense tout de suite au côté stand-up. Humoriste. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord, mais en vrai, on se marre. Mais moi je dirais one-woman show parce qu'en fait, juste ça dit ce que c'est. C'est-à-dire que t'es seule sur scène et. Ouais, au sens littéraire vraiment du terme. C'est vrai que ça colle. J'y ai pensé, tu vois, je me disais, mais qu'est-ce que je viens de voir, justement, tu vois, justement, je pensais à ce truc-là. C'est vrai que dans le théâtre, tu dis seul en scène, quoi. Bah ouais. Ouais. Bah finalement, ouais. Mais bon, ça raconte pas assez. Pour moi, seul en scène, ça veut rien dire. À part que t'es tout seul. Ouais, et pour moi, en fait, j'aime bien mettre le mot show parce que pour moi, c'est un vrai show ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Seul en scène, tu peux juste, ça peut être un poète ou une poète qui vient déclamer pendant 2 heures une tirade qui peut être soporifique éventuellement. Ben, je te remercie, ça me touche. Bah avec plaisir parce que c'est vraiment, ça vient du cœur, hein, vraiment. Je laisse ça. Pour arrêter cet accent, je le fais très mal en plus, donc j'en fais plein des biens, mais celui-là, je l'ai pas trop. Je vais le perfectionner. Bon, tu vas le taffer un peu. Je vais le travailler, bien sûr. C'est marrant parce qu'il est un peu belge. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, c'est une mimolette. Il est entre belge, non, ça va pas du tout. Ça peut être très limite, donc il faut que je le travaille. Et tu vois, ce qui m'intéresse là dans ce que tu me racontes sur l'écriture, c'est que tu es en train de me dire que tu es venu avec une intention d'en faire un truc drôle. Ouais. Et en fait, à quel moment tu t'es dit, en fait, c'est pas que drôle, tu t'as mis sur le papier ce que tu avais envie d'écrire. Et c'est comme si tu avais quelque chose de plus fort que toi qui sortait et que tu as envie de faire rire, mais en fait, ce qui sort, tu te dis merde, c'est pas drôle, quoi. Et je le sentais parce que c'est comment tu fais l'espèce de limite entre ce que tu veux, comment tu te protèges dans ce que tu dis pour te protéger toi en tant qu'individu humain, et qu'est-ce qu'il faut dire aussi pour que ça tende aussi vers l'universel et qu'aussi tu touches et que aussi et que ça soit accessible et que ça soit donc c'est cet aller-retour là vraiment et puis parce que j'ai une envie de faire rire en fait, mais je pense qu'on est beaucoup à vouloir faire rire, mais peut-être que ceux qui font rire ont envie d'émouvoir et ceux qui ont plus l'habitude d'émouvoir ont envie de faire rire, ça tu vois, tu l'entends souvent ça, mais parce que encore une fois je pense que le rire est rassurant et que j'avais un besoin d'être rassurée peut-être, voilà, une petite auto-analyse, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là. Est-ce que quand tu commences à écrire Vol, donc qui est ton premier, t'as en tête que tu vas tirer le fil sur 3 spectacles? Mais pas du tout. C'est où tu te dis ok, je vais juste raconter ce bout là et c'est tout, quoi. À la base c'était une petite maquette que j'ai présentée de 45 minutes à la sortie de cette formation là. Et en fait, à la sortie de ça, j'avais un de mes amis comédiens, Emmanuel Beno, qui en fait m'avait vu, qui avait une structure qui s'appelle l'Éternalité, et qui en fait vient me voir à la fin, et il était en pleurs, et il me fait, mais t'as quelqu'un pour t'accompagner? Et j'y fais, mais pas du tout. Et j'ai fait frère, ça dure 45 minutes, c'est un premier jet, c'est une maquette, et c'est très bien déjà, tu vois. Et il m'a dit, mais non, mais moi je vais t'accompagner, il faut pas que tu t'arrêtes là. Et comme quoi, tu vois, des fois quand on te dit, c'est un mélange je pense, de travail, d'acharnement et puis de bienveillant. Puis d'un coup, là, ce jeune garçon là qui à l'époque, il avait 22 ans, 23 ans, et il me dit, mais non, mais moi je vais t'accompagner. Il avait l'habitude aussi de faire Avignon depuis des années, étant originaire de là-bas. Et c'est lui qui m'a dit, faut qu'on fasse Avignon. Et je lui dis, mais qui va être intéressé par ça, quoi? Et il me dit, mais je le sens, il faut je le sens, viens, on y va, fais-moi confiance. Et on y est allé avec sa maille et la mienne, tu vois. Et j'étais trop contente parce que la première année, on a réussi à rentrer dans nos frais. C'est un exploit, à Avignon. Oui. C'est un exploit de fou. Aller là-bas, c'est un pari, c'est presque suicidaire, en fait, comme délire, si t'as pas de prod avec toi. Ouais.
Donc, de prod qui donc finance le, parce que le tu loues voyage, les salles, quoi. tu loues le logement, tu dois payer ta bouffe, la com. Ça dure un mois. Ça dure un mois, il fait 40 degrés, enfin, au-delà de tout ça, évidemment. Oui. Mais, tu dois flyer. Et oui, c'est ça, au-delà d'aller flyer, flyer, de mettre ton ego sous tes semelles. Franchement, c'est clair qu'il y a un truc financier où c'est un pari, où des nombres de personnes, de structures, de comédiens, de compagnies qui s'endettent sur 10 ans, parce qu'il y a 1600 spectacles par jour. Ça devient, entre guillemets, n'importe quoi. Il y a un truc qui m'a touché dans ce que tu as dit à propos de l'universel et de parler d'intime, etc. Oui. En fait, tu dis qui ça va intéresser. Et c'est très marrant parce que donc moi, mon job, c'est de faire ça, tu vois. Donc je reçois certes quelques artistes, mais je reçois surtout beaucoup d'anonymes qui viennent parler souvent pour la première fois. Donc j'ai plein de thèmes et tout, tu vois, sur l'argent, sur la masculinité, la paternité, la maternité et tout. Et souvent les gens viennent me dire, mais qui ça va intéresser mon histoire? Et je dis, bah déjà moi. Donc en fait ça fait un. Donc et si ça fait un, il y en a potentiellement 1000 quoi derrière, voire même plus. Comment t'as réussi à prendre conscience que ça pouvait intéresser d'autres gens, que ton histoire pouvait intéresser d'autres gens que toi? C'est les autres. C'est les autres. C'est mes regards, c'est les regards que j'ai pu avoir au cours du processus de création. Parce que moi, tout seul, le nombre de fois où j'écris et où je dis, mais stop, c'est bon, c'est sur papier, j'ai pas besoin de... On s'arrête là, en fait, ça y est. Et je me rappelle très fort de ça, où même j'en pleurais, à me dire, mais c'est bon, stop, mais qu'est-ce que je fais là? Stop, on s'arrête, c'est bon. Basta, c'est sorti, c'est bien, c'est sur papier, et on passe à autre chose. Et c'est justement, voilà, des personnes comme Emmanuel, comme mon ami d'enfance Camille, qui est mon regard aussi dramaturgique depuis le début, qui, voilà, c'est ces personnes-là, d'un coup, qui me disent, mais non, il y a quelque chose, t'inquiète, il faut que t'aies confiance. Et t'étais capable de recevoir ce regard-là? Justement. Je crois que j'avais tellement envie de jouer que j'étais prête à tout, quoi. Ouais. Si on me disait vas-y, faut y aller, je me laissais porter. Je fais très vite confiance. Moi, je suis quand même quelqu'un. Ça m'a valu quelques. Franchement, pour moi, c'est la meilleure façon de vivre la vie, quoi. Bah écoute, en tout cas, même quand c'est aux mauvaises personnes, après t'apprends de toute façon, mais j'ouvre assez facilement quand même. Pour moi, il y a deux teams dans la vie. Il y a deux teams dans le monde, c'est les gens pour qui la confiance, ça se gagne, et les gens pour qui la confiance, ça se perd. Eh ben, c'est joli ça. Et en vrai, si t'es dans une team ou dans l'autre, bah t'as pas du tout la même existence. Je suis complètement d'accord avec toi. Et franchement, moi, je suis dans la team ça se perd, donc on est un peu dans la même team. Ah bah on est complètement dans la même team, ouais. Comme tu dis, ça m'a valu des trucs, mais c'était cool aussi parce que je changerais pour rien au monde. Mais moi non plus. Bah oui. Parce que même là, je sais que tout se passe aussi, et ma construction, elle dépend de ça aussi. Et voilà, et c'est vrai que, mais c'est notamment grâce aux bienveillants quand même que, et puis il y a quelque chose sûrement à l'intérieur qui y croit et qui veut tellement, moi je veux faire ça. Moi, je sais, des fois je suis sur le cul quand j'entends, tu sais, plein de gens qui disent, ah mais moi ça m'est tombé dessus, je voulais pas faire ça, mais moi c'est ce que je veux faire depuis toute petite. Je suis une acharnée en fait. Quand je vois le parcours et comment c'est long et comment ça met du temps, je me dis, mais ouais, c'est parce qu'à l'intérieur, il y avait, même quand je regarde mes journaux intimes, il y a marqué, c'était absurde parce qu'il y avait marqué que je voulais faire soit orthodontiste, soit comédienne. J'avais un petit trauma avec les dents, parce que j'avais les dents éclatées, vraiment. C'est mon pouce très tôt, donc j'avais les dents qui faisaient hey, qui faisaient bravo. Mais en fait, il y avait toujours ça. Il y avait un endroit, comédienne très tôt. J'avais passé un premier casting absurde où on avait vu une annonce dans le journal. J'y étais allée. C'était le film À ton image, je me rappelle. Et j'étais. Je me retrouve à faire la file, enfin la queue là dans la file d'attente et de me dire mais. Et en fait, j'avais 14 ans. J'ai fait des petites apparitions dans des clips et des trucs. Donc je pense qu'il y avait quand même ce truc-là très tôt. Où ma mère, il connaissait pas, donc on s'est retrouvés des fois dans des trucs, des attrapes, des traquenards, quoi. On avait payé, je sais plus combien, pour faire des photos. Enfin, tu sais, le truc où quand tu sais pas, t'y vas un peu à tâtons et je me suis fait bien bananer plusieurs fois sur des trucs avant de savoir comment ça se passe un peu, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les écoles à faire. Donc d'abord, je me suis bien fait avoir, ouais. Et au final, la confiance,
Ouais, j'ai plus confiance aux autres que ce que j'ai confiance en moi. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais donc, du coup, quand t'as quelqu'un que tu aimes, que tu considères, que tu admires, que tu respectes, qui te dit « Allez, on y va », tu fais « allez. Allez, ça part. » Encore aujourd'hui, t'as plus confiance en les autres qu'en toi? Aujourd'hui, c'est en train de s'équilibrer. Ouais. Aujourd'hui, ça s'équilibre et j'essaye ouais, j'équilibre. Et j'arrive je pense, plus à sentir maintenant à qui j'ai affaire. Ah. Aussi. Et s'il faut que j'y aille, ou s'il y a une petite alarme à l'intérieur qui fait attention quand même. Ok. Et la confiance en toi, t'as grandi? Ouais. Oui, ça grandit. Il y a encore du taf, mais... Il y a encore du taf? Bah bien sûr. Il y a toujours du taf. Toute la vie, non? Oui. Mais franchement, c'est... Enfin, je veux dire là, excuse-moi, mais... mardi, là, il y a 5 minutes, je sais même pas combien de temps, de standing ovation. Les gens se lèvent pour toi et te disent « Waouh !» Tu arrives à le prendre, ça? C'est ça qui me donne de la force. Ouais. C'est pour ça que j'arrive à y retourner et que je me dis « Attends, tu le vois ça? Tu le vois, prends-le, visualise-le, fais une photo interne de ça. » Et c'est ça. Mais ça, c'est pareil, où je me suis dit « Mais c'est quelle folie !» Quelle folie, le moment entre tu passes de ta chambre, de 3 ans d'écriture, parce que celui-là, là, le dernier... j'ai mis 3 ans à le sortir, quoi. Et il passait par plein d'étapes. C'était pas du tout ça au début. Et puis, thérapie aidant, et puis plein de choses aidant. Voilà, bah, au bout d'un moment, tu fais, non, mais c'est OK, vas-y, là, vas-y, il faut faire quelque chose de ces traumas-là. Faut en faire quelque chose. Fais-en quelque chose. Et c'était vital, en fait, je crois. Je pense que j'étais vraiment en train de... Oui. On sent la cathartique. Ouais, mais joyeuse maintenant. Ouais. Et c'est fou parce que plus je le joue, et au début, pour être sincère, c'était pas évident du tout. Et plus je le joue, et plus je prends du plaisir, et plus ça devient une histoire, et plus... Enfin, voilà. J'ai envie de raconter ce que ça raconte, et en même temps pas du tout, parce que j'ai pas envie de spoiler. Donc, je vais pas le dire. Mais effectivement, tu parles de tes traumas perso. Pas que perso aussi, parce que mais quand même oui, parce qu'en fait c'est aussi il y a qu'à regarder les statistiques, hein, donc voilà, mais et aussi c'est donc en effet c'est pas que perso, mais bon oui, je pars évidemment de choses réelles qui me sont arrivées à moi, mais qui sont aussi arrivées aux femmes de mon entourage aussi, amicales, familiales. C'est toi qui parles, mais effectivement il y a un système, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, je me demandais, donc j'ai vu ton deuxième, je n'ai pas vu le premier, je le répète, mais je me demandais un peu par rapport j'ai un peu l'impression que tu creuses de plus en plus. C'est-à-dire que tu vas chercher de plus en plus loin. Et le deuxième, donc j'ai pas vu le premier, mais le deuxième, je vois vraiment donc maintenant la différence entre le deuxième et le troisième. Ouais. Et je me dis comment tu trouves la force, en fait, tu vois, d'aller creuser, de te dire, ma vérité, elle est là, quoi. Parce que je pense qu'il fallait les 2 premiers pour arriver à sortir le troisième, ça c'est sûr. En fait, donc c'est un processus vraiment, finalement, créatif, où au début, déjà, c'était de dire, je vais faire quelque chose, je sais pas où ça va, je vais juste déjà me faire plaisir et m'offrir ce qu'on me donne pas, et avec un amour pour cette femme, pour ma grand-mère paternelle, et du coup donc ça part et puis d'un coup tu fais ça marche un peu. Et du coup le deuxième c'est une commande, c'est Françoise Naon qui est un peu comme ma marraine de théâtre, et qui m'avait prise dans son festival Femmes en scène très tôt au début, quand ça a commencé il y a 15 ans. D'ailleurs, c'est trop beau parce que je suis la marraine de ce festival-là, tu vois, en mars prochain. Yes. C'est trop beau parce que la boucle, ouais. C'est ça, exactement. Et donc c'était une commande. Elle m'a dit voilà, on va faire ça au Théâtre National de Nice. Est-ce que tu as quelque chose sous l'aile? J'ai fait en fait non, mais tu me donnes l'opportunité de le faire, donc on y va. Donc Tais-toi, il a été créé en 8 mois, top chrono, d'écriture, de mise en place, etc. Et va aimer, c'est long, quoi. C'est notamment au confinement, tu vois, où d'un coup il y a une espèce de chose de dire putain, faut que je fasse quelque chose. Enfin voilà, je peux pas. Ce temps-là qui nous est imposé. Allez, vas-y, lance-toi. Et je suis partie. Ça a mis du temps, quoi. Ça a mis du temps. D'abord, c'était très. C'était plus, ça relevait plus du conte, quoi. Il y avait quelque chose d'abstrait, mais parce que je pense qu'on pouvait pas se projeter aussi. Donc il y avait
Donc c'était complètement dans un Je veux dire, univers. pendant la phase de Covid, c'est Ouais, ça, c'est ça. Oui, bien sûr. C'était en fait le manque de projection possible m'a amené à écrire sur des choses un peu plus absurdes, abstraites, de l'ordre plus du conte, tu vois. Enfin voilà, pour te dire, il y avait une sorte d'ogresse, il y avait une espèce d'aventure dans la forêt, elle rencontrait, enfin, et en fait, quand la vie a repris son cours, et ben petit à petit, je me suis dit waouh, ok, bah alors attends, si tu remontes sur scène là, après cette pause là, mais on a été beaucoup, hein, dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qui a du sens là, qu'est-ce qui, si je remonte sur scène, c'est qu'est-ce que j'en fais, quoi. Ou alors je vais élever des chèvres dans l'arrière-pays, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que je fais comme choix? Tu t'es vraiment posé moi, cette question? Oui, moi j'ai grandi aussi dans l'arrière-pays. J'ai ma tante qui habite. Ça a été vraiment toujours. Je suis toujours à ce carrefour-là de me dire ce monde est fou. Est-ce que j'ai vraiment envie de participer à tout ça, ou est-ce que j'ai envie d'être dans quelque chose de plus terrien, de plus. Ah ouais. Ouais. Et en effet, là, je me suis dit, bah si t'y vas. T'y vas, mais ça a été très long. Et c'est un long processus de discussion familiale, de thérapie, de tout ça. Et au bout d'un moment, ouais, je crois qu'il y avait quelque chose de l'ordre de vital. Et vraiment, il y avait un endroit où je n'arrivais pas à passer le pas dans ma vie. C'est dur du coup d'en parler sans en parler. On peut en parler, hein, si tu veux. On peut en parler. Oui, j'ai pas de souci. Hein. Et en effet, c'est vrai que je me posais la question de porter plainte ou pas, en fait, suite à une agression, voilà, que j'avais subie. Par ton grand-père? Notamment, mais c'est là, en effet, celle-là, Oui. c'est en effet de cette histoire-là, en effet, ça c'est le tout point de départ après et tu te rends compte à quel point tout ça en fait est systémique et comment en fait tu reproduis des mécanismes. Mais ça c'est venu plus tard et c'est l'ultime. Tu parles de ton copain de l'époque, c'est ça? Qui est pas vraiment, en fait, si tu veux, ça a été fictionnalisé, mais en tout cas, je parle de cette agression-là. Et en fait, cette agression-là était vraiment le truc de se dire, qu'est-ce que je fais là? Je porte plainte ou pas? Et j'en étais incapable. Et en fait, je me suis dit, je suis pas capable de le faire pour plein de raisons, parce que j'ai suivi des amis dans ces démarches-là et c'est d'une violence inouïe. Ça peut durer des années. Il faut avoir le budget qui suit pour peut-être finir à la fin par voilà un acquittement. Ouais, c'est ça, une reconnaissance en fait de ton agression, quoi, de ta douleur. Et je me suis dit bon, j'y arriverai pas. Pas assez de témoins pour moi, pas assez de. Et en fait, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose, sinon je devenais dingue. Et je m'éteignais en fait. Et voilà, il fallait en faire un. C'est pour ça que le spectacle, petit à petit, qui partait pas forcément là-dessus, mais il y avait toujours l'oiseau. Il y avait cet oiseau au confinement, pareil. J'ai cohabité avec un oiseau qu'on avait recueilli avec mon compagnon, qui nous avait été donné d'une vieille dame qui était sur le point de mourir. Enfin, il y avait tout un truc. Et en fait, cet oiseau est là depuis le début. Et petit à petit, il y a eu une symbolique, une évidence de symbolique où je me suis dit bon bah on va tirer. Il faut y aller, mais jusqu'au dernier moment, je slalomais, quoi. Évidemment que j'hésite à en parler parce que j'aimerais que le plus de gens viennent le voir. J'aimerais que les hommes viennent le voir. J'aimerais que des femmes viennent le voir, bien sûr. Mais tu vois, j'ai pas envie que ça limite. Oui. C'est bien pour ça sûr, que, parce qu'en fait, ça parle pas de ça. Non, ça parle d'amitié, ça parle de sororité, ça parle d'amour. Ça parle de transmission, quête de liberté, tu vois, et de sortir, évidemment, de libérer la parole de l'intime et de sortir du silence, mais ça parle d'amour, quoi. Et l'amour, comment l'amitié, comment c'est important, comment on se construit avec ça, et comment ça aide à déplacer des montagnes, quoi, et que c'est la famille qu'on choisit aussi, qui nous aide aussi beaucoup, plus peut-être que celle celle du sang aussi, qui, des fois, par trop d'amour aussi. C'est quoi l'amour, en fait, finalement, tu vois, au bout d'un moment? Trop du cul, hein. Ouais. J'imagine que ton père t'adore. Oh, mais mon père, mais c'est même bien pas qu'il m'adore. Et trop du cul. Mais je suis voilà, il est tellement fier, il m'aime tellement. Oui. C'est comment aussi, tu dis, malgré, voilà, tout l'amour que tu peux faire aussi des conneries, mal aimer. Et puis, c'est la tragédie, j'imagine, d'être parent. Je ne le suis pas, mais comment, malgré tout ce que tu fais au mieux du mieux, mais on vous reprochera toujours quelque chose. C'est trop bien. Franchement, c'est l'objectif. Parce que sinon, en fait, je crois que ça fait partie aussi du processus. Je crois que toute la vie, on essaye de se démécaniser des automatismes qu'on nous a. Tu vois? Et tu dis, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je jette, en fait? Ouais.
Et pourtant, même ce que tu jettes, ça fait partie de la construction, de toute façon. Et bien sûr, oui, non, mon père, c'est mon premier fan. Hein, c'est lui qui a fait c'est lui au début qui m'a dit, mais fais ton Facebook parce que ça va te ramener du monde, machin. Il fait, non, papa, j'ai pas envie de rentrer. Il me fait, si, bien sûr, tu vois, mais c'est lui qui m'a fait mon site internet. Enfin, donc bien sûr, l'amour, il est. Mais oui. Et voilà. Et pourtant, trop du cul. Et pourtant, trop du cul. Mais bien sûr. Ça. Et puis en même temps, ça a construit qui tu es aujourd'hui. Ouais. Bah oui. Mais bien sûr. Et c'est vrai que ce spectacle-là, voilà, c'est pour ça, tu vois, c'est vraiment la ligne entre... mais il faut le dire aussi, parce que c'est vrai que voilà, ça parle de consentement, ça parle d'emprise aussi. Mais ça parle pas que de ça, quoi. Et ce qui est trop bien, c'est que t'aurais pu tomber dans le pathos. Ouais. Tellement vite, tellement facilement, mais c'est tellement pas, c'est incroyable. Ça aurait été fastoche de tomber dans le pathos. Et je le dis pour tous les gens, c'est pas du tout ça. Et franchement, il y avait de la matière pour faire un spectacle dans le pathos, quoi. Tu vois, il y avait du matos. Ouais, c'est ça. Mais je pense que le message, il passerait pas pareil. Ah non. Et je te jure, moi, c'est ça qui me bouleverse aussi, c'est que j'ai eu plein d'hommes qui m'ont dit, mais moi, je me sens complètement, ça me concerne complètement, je me sens complètement, voilà, j'ai une identification qui se fait complète. Et ça, pour moi, c'est trop bien, quoi. Enfin, c'est le plus beau des retours quand je vois à la fin des hommes debout, dont là, pareil, il y avait la dernière, notamment, c'est un pote qui s'est levé d'un coup et je me suis dit, ah putain, mais quel bonheur, en fait. Je me dis, mais c'est trop bien, sinon j'aurais tout foiré. Parce que moi, c'est ensemble que je sais qu'on va avancer. C'est pas chacun de son côté, c'est ensemble, là, c'est main dans la main. Et même s'il y a les statistiques, voilà, sont là et qu'on sait que c'est majoritairement, on va dire, des hommes qui agressent, ou qui violentent, ouais, mais c'est ensemble qu'on va bouger les choses. Puis on en parle un peu moins, mais les hommes qui agressent ont souvent été aussi agressés d'une manière ou d'une autre. En fait, tout ça est une putain de machine. De mécanisme et de schéma systémique, et bien sûr. Le patriarcat, c'est de la merde. Ah ben voilà. Ça, tu le fais pas dire. Hein. Et voilà, je l'ai retenté. C'est notre ennemi commun. Je crois que le jour où les femmes et les hommes auront compris qu'en fait, on a un ennemi commun qui est juste le système à la con, là, tu vois, dans lequel on a grandi, qui a été érigé depuis des plombes et tout, et dans lequel on essaie de se débattre en disant, il est où le vrai, où je me situe, moi, en tant qu'humain, finalement. Bah oui, c'est ça. Ouais, on aura tout gagné, quoi. Mais pour l'instant, c'est bon, work in progress. Bah oui, et puis il faut voir aussi, voilà, comment ça avance. Moi, je suis vraiment, génération, là, ce spectacle aussi, c'est un post-MeToo, hein, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah oui, moi c'est parce qu'il y a des femmes aussi qui ont eu ce cran-là aussi. Faut le dire aussi, ça arrive aussi, à des hommes aussi, faut le dire bien aussi. Sûr. Bien sûr, parce que cette parole-là, on l'entend pas beaucoup, mais elle existe. Moins, mais bien sûr qu'elle existe. Et c'est terrible pour les hommes qui sont victimes justement qu'on le dise pas assez. Ouais. Oui, c'est pour ça c'est important de le dire aussi. C'est cool de le dire, merci. Et du coup, moi c'est vraiment ces femmes-là qui m'ont donné la force de me dire, allez, sois forte parce qu'en fait t'es pas toute seule. Et c'est ça le message aussi de ce spectacle-là, vraiment. C'est se dire on n'est pas seul. Et puis là maintenant, les femmes ont toujours, les enfants, ont toujours parlé. Mais maintenant c'est comme s'il y avait une oreille un peu plus attentive. C'est ça. Attentive. Et justement, tu vois, à la fin du spectacle, tu fais un manifeste. J'ai envie de dire, où tu cites les prénoms de tous les mecs qui t'ont, d'une manière ou d'une autre, roulé dessus, en fait, en tant que femme. Et effectivement, je trouve que après ce spectacle, après 1h30 où tu racontes ton histoire et tout, ça ouvre à une forme d'amour et d'empathie universelle, tu vois, auquel je crois les mecs sont pas habitués. Et je te dis ça parce que j'ai moi-même fait ce chemin vers la souffrance en fait que les femmes prennent dans la gueule, la douleur que les femmes prennent dans la gueule depuis le plus jeune âge. Et effectivement, quand tant que mec on subit, mais on subit quand même carrément moins, faut quand même se calmer, quoi. Et je trouve qu'en faisant ça, en tout cas, t'ouvres un truc incroyable d'amour. Voilà, tout simplement. J'ai une porte. Je sais pas si les autres mecs dans la salle le ressentent de la même façon que moi. Moi, ça m'a mis au sol, vraiment. Je te remercie, ça me touche et j'espère tellement. Enfin, c'est le plus beau retour que tu puisses me faire, c'est ça. Et en fait, j'ai envie de dire aux gars,
je sais que c'est dur de s'ouvrir à cette souffrance-là des femmes, parce que déjà, toi-même, t'es un mec, que toi-même, t'as pu aussi, d'une manière ou d'une autre, humilier, rouler sur des femmes, éventuellement faire pire, tu vois, et que c'est très dur pour les hommes d'ouvrir cette boîte de la masculinité, de regarder dedans et de dire « Alors, j'ai merdé. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ?» Même pas forcément j'ai merdé, mais juste de se poser juste la question de « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ?» Déjà, rien que ça. Ah oui, bien sûr. Bien Parce sûr. que ça veut dire que potentiellement, t'as merdé, quoi. Ouais. Et en fait, je trouve que, tu vois, devenir... Effectivement, MeToo était incroyable parce que c'était ça, quoi, tu vois. Mais tu viens faire une sorte de MeToo à la fin, de déclaration, après 1h30 de démonstration de où ça vient. Va-Aimé parle beaucoup de ton rapport aux hommes, d'une manière générale. Oui, c'est la construction, c'est de sa vie sexuelle, à ce personnage-là qui est un peu mon avatar scénique, en fait. Oui, c'est ça, qui s'appelle pour le coup pas Eva Rami, mais Elsa Ravi. Elsa Ravi, qui revient sur les trois spectacles. C'est ça. Et en fait, j'ai trouvé que c'était d'autant plus puissant, tu vois, de venir le poser là à la fin comme ça. Moi, en tout cas, en tant que mec, et vraiment les gars qui écoutent et qui vont aller voir, qui vont venir te voir sur scène, ouvrez-vous à ça en fait, et juste regardez ce que ça fait en vous de t'entendre à ce moment-là dire, de déclamer tout ça, quoi. Voilà. Je te remercie. Avec grand plaisir. Et j'utilise ce podcast pour parler aux gens qui écoutent. S'il y en a encore. Oui, tu crois. Ils sont encore là. Oui, ils sont encore là. Bien sûr. J'espère. Non, dans ma commu. Ouais, mais j'ai vu que t'avais une grosse commu. Non, mais c'est pas ça, c'est que les mecs, ils font le taf. C'est trop bien. J'espère qu'ils viennent ici pour faire le taf. Et si vous venez pas pour faire le taf, n'hésitez pas à venir. Vous allez voir, c'est super. Même si c'est pas facile tous les jours. Donc, tu joues au théâtre Le Pic ? Oui. T'es prolongée là, c'est ça ? Là, je suis prolongée là, jusqu'au 5 janvier. À partir du 12 décembre, on joue, moi et tous mes personnes, tous mes copains internes. On joue 4 fois par semaine, du mardi au vendredi. Ouais. Ok. Et c'est chouette, on est éligible aux Molières, voilà, donc ça c'est cool. Et c'est bien. Après, bon voilà, je suis très contente en tout cas de faire partie de cette chose-là. Et je suis surtout trop heureuse en fait de voir qu'on me dise vas-y viens, on prolonge, ça se passe bien. C'est assez fou en fait quand tu passes de ta chambre et que tu vois qu'il y a une réaction positive à ça et que les gens sont debout, c'est quand même hallucinant en fait. Oui. C'est hallucinant. J'imagine que pour toi ça doit faire bizarre. Ouais. C'est En tout cas, sache que pour moi ça m'a fait bizarre aussi. Je ne veux pas parler au nom de tout le public, mais c'est un effet incroyable, quoi. Donc, et en fait c'est à ça que ça sert l'art, non ? Je crois finalement. Ah bah écoute, moi j'aime quand je vais même voir des pièces ou des films où j'ai une envie je sais que j'aime être quand même déplacée, quoi, tu vois, de ma petite façon de penser. Il y a un endroit où j'aime être un peu bousculée quand même. Moi, je pars du principe, et tu vois, il n'y a pas beaucoup de pièces de théâtre qui m'ont fait ça, parce que je vais plutôt voir des humoristes d'habitude. Mais moi, je pars du principe que les films qui me font rire et pleurer, c'est les meilleurs. Et tu m'as fait rire, tu m'as fait pleurer. Écoute, j'en suis ravie. Donc merci. Et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive au théâtre, en vrai. Trop bien. Trop bien. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler ? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire ? Oui, qu'en février va sortir le film d'Olivier Py dans lequel je joue avec Laurent Lafitte et dont je suis trop fière parce que c'est un bel ovni. Ok. Et ça, je suis trop contente. Je suis trop fière d'en avoir fait partie. Ça s'appelle comment ? Le Molière imaginaire. Ok. Sur quel sujet ? Peut-être le cinéma, dire que j'aimerais en faire plus, mais ça viendra. Hein. Ouais, et puis sinon, en plus, c'est ce que je me suis dit, ce sera comme au théâtre, en fait. Je pense je me l'écrirai si on me donne pas l'opportunité de faire ça. T'as le talent. Mais je te remercie. Vraiment. Et de quoi on n'a pas parlé de ce spectacle-là ? C'est un spectacle qui parle essentiellement d'amour, que c'est un spectacle que c'est important aussi que je dise
parce qu'on a parlé de la plaidoirie de fin, mais que voilà, il y a des hommes qui m'accompagnent et qui me respectent, que j'aime, et je le dis dans le spectacle. Et c'est très important pour moi. Comment dire, qu'il y a des hommes qui se sentent vraiment concernés par ce spectacle, et que ce n'est pas un spectacle que pour les femmes, et que j'aurais tout foiré si on me disait ah mais c'est un spectacle de femmes écrit par une femme pour les femmes, ça me ferait chier, tu peux pas savoir, je me dirais oh merde j'ai tout raté. C'est trop important, voilà, j'ai envie qu'il y ait plein d'hommes qui voient ce spectacle. Mais je crois que les gens l'ont compris, moi j'ai été touché plein cœur. C'est vrai que t'es alors que je suis je me genre ouais, ok, homme, tu te genres très bien. Un pénis, formidable. Certes, homme blanc cis hétéro quadragénaire, quoi, tu vois. Eh donc c'est parfait. voilà, mais c'est parfait. Malgré tout touché. Eh bien, je vous remercie de cet adoubement, malgré tous ces monseigneur. Malgré tous ces attributs qui feraient que je pourrais être imperméable à ton art. Non, tu m'as mis au sol. Eh ben putain, voilà. J'en suis trop heureuse. Et je ne suis pas pervers. Et je suis ravie que ça t'ait touché comme ça. L'autre truc dont on peut parler aussi, c'est ta mise en scène qui est incroyable. Et la façon dont tu joues avec tes deux bancs, tes seuls accessoires. Ouais. C'est trop marrant de voir comment tu les poses, tu les machines, tu finis par les redescendre après, tout en continuant à jouer en plus. Donc c'est un... Ouais, waouh. Écoute, c'est tout, c'est fou, mais c'est vrai que c'est tout simple et vol et tais-toi, il y a presque rien aussi. Tu vois, c'est vraiment... C'est très épuré et presque tout repose sur le jeu et les lumières et la musique. La lumière. Ouais, parce que je suis entourée. Cette loupiote là, qui est toute seule là, au milieu, enfin sur le côté de la scène. Mais merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a un très beau travail de Luc Chiari, qui est voilà mon créateur lumière depuis le début et qui a fait un travail vraiment magnifique. Il était là avant que tu sois cool. Ouais, mais lui il était là il me suit depuis même le spectacle de Masque que je faisais avec Mario Gonzalez, on s'est rencontrés comme ça. Et c'est vraiment le tonton de substitution quoi. Un homme assez extraordinaire qui a fait l'armée puis qui s'est retrouvé à faire des lumières. Lui aussi, il faudrait que tu l'interviewes. Eh ben. Parce qu'il y a une sacrée histoire à raconter. Mais du coup, voilà, je suis trop fière de ces lumières. Il y a aussi un autre homme qui s'appelle Christophe Servas, alias Fils de Flûte, et qui fait, ça donne à rire, mais ses musiques sont assez exceptionnelles et il a un principe qui est de travailler à partir de matières recyclées et il fait des instrus et en tout cas là, voilà, c'est lui qui a fait toute la musique voilà, de ce troisième volet. Qui est très présente. Ouais, qui est très présente et qui m'accompagne de ouf et qui me porte. Il y a En regard extérieur, il y a Emmanuel Beno dont j'ai parlé tout à l'heure et qui pareil est là depuis le tout début, qui est un ami. Il y a Alice Carré aussi avec qui je travaille aussi sur d'autres spectacles parce que là on parle des seuls en scène mais je travaille aussi avec d'autres collectifs. Oui, si vous allez voir l'Insta d'Eva, vous verrez. Ouais, c'est ça. La meuf ne tient pas en place. C'est ça. Et puis c'est trop important, t'es souvent tout seul avec ton petit nombril, donc franchement travailler avec des copains et des collectifs pour moi c'est vital aussi. Et il y a évidemment ma production à Little Bros qui m'accompagne, qui me permet aussi d'avoir fait Avignon, de jouer ici. Et parler de l'équipe artistique, il y a Aurore Lane aussi qui m'a fait ce joli petit costume fait main. Et je voulais citer tout le monde, j'ai peur d'oublier. Il y a Thibaut, tu parlais des bancs, tu vois, c'est Thibaut Caligaris qui m'a fait ces petits bancs, qui est un pote aussi à Nice, qui travaille le bois et qui fait un travail de ouf. Et voilà, c'est important pour moi de les citer. Citer Oscar et Mathieu Clé aussi, c'est important. Non mais parce que c'est vrai, tu vois, je suis quand même entourée quand même de pas mal de gars quand même. Et il y a mon amie aussi Juliette Firic qui est musicienne aussi, qui m'accompagne à la régie en tournée. Et en fait tout ça pour dire que même et Camille Bougeot dont je te parle. C'est un piège, tu vas oublier quelqu'un. Putain, mais je sais que je vais finir par oublier quelqu'un. C'est le discours des Oscars. Waouh, c'est vrai, c'est important. Non, mais parce que c'est important, parce qu'en fait, je suis toute seule, mais il y a tellement de gens autour de moi, tu vois, qui m'accompagnent. Mais le piège de commencer à citer, c'est que t'es obligé de citer tout le monde. Ouais, et que ça va être et qu'on va pas en finir. Mais en tout cas, peut-être on peut citer principalement, en tout cas, voilà, ceux qui sont, en tout cas, avec moi là sur scène, c'est-à-dire le costume, les lumières, le son. Et non, mais en fait non, parce que tout le monde est là, donc en fait, on s'en sort pas. Mais bon, bref, tu trieras tout ça. Merci à tout le monde en tout cas. Merci à tout le monde. C'est ça. Ouais, t'as envie de dire, je crois. Plutôt. Mais ouais, c'est ça. Et dire qu'en effet, je suis toute seule là sur scène, mais que je suis tellement bien entourée et c'est tellement important, je trouve, pour ce métier que voilà. Et en fait, je vais mettre dans les notes ton site internet,
Trop bien. tes réseaux sociaux. T'as pas assez de followers, c'est pas Non, possible. j'ai pas assez de followers. Il faut que t'ailles plus de followers. Mais je suis d'accord. Comment c'est possible? Qu'est-ce que je peux faire? Ah bah, je vais déjà m'en occuper, moi, à mon petit niveau. Je te remercie. Allez suivre Eva sur Insta pour connaître. Parce que tu t'es en tournée alors, c'est ça? Tu vas te balader un peu? C'est ça, on va se balader un peu, notamment là en février à Nice, il y a le triptyque qui va se jouer là, le 6, 7 et 8 février. Je vais jouer Vol, Tais-toi et va aimer d'affilée. Ah ouais. Je suis trop contente. J'allais dire quand est-ce que ça arrive, mais c'est trop là. bien. C'est là, c'est en février et je suis trop heureuse parce qu'en plus c'est dans ma ville, donc Oui. tu vois, il y a une espèce pareille. Tu te dis voilà, c'est Un bouquet. Et ça fait du bien que ce soit à cet endroit-là. Voilà, ça me bouleverse et il va y avoir quelques dates de tournée. Et voilà, hein. Quelques dates de tournée, et puis voilà, sûrement une prolongation aussi au Théâtre Le Pic si tout se passe bien. Ça continue à marcher, ça si devrait ça continue de marcher. marcher, normalement on continuera. Voilà. Merci Eva. Merci à d'être toi. venue ici, merci d'être venue dans mon canapé. Bravo pour tout ce que tu fais, c'est incroyable. Merci beaucoup, et merci à toi fort de m'avoir reçu. Avec plaisir. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.